Bonjour. Alors qu'est-ce que la loi de l'attraction? Est-elle explicable? La loi d'attraction émet l'idée que nous attirons à nous ce sur quoi nous focalisons nos pensées. Si cette idée est exacte, pourquoi en est-il ainsi? Comment cela fonctionne-t-il? Et la science permet-elle d'expliquer ce phénomène? Quelques notions de physique. Un corps, c'est un assemblage d'atomes. Un atome, c'est de l'énergie. Grâce à la célèbre formule d'Albert Einstein qui a fait l'équivalence entre l'énergie et la masse, c'est-à-dire entre l'énergie et l'atome. L'énergie dans laquelle se trouve l'atome est appelée un champ. Un champ, c'est une vibration. Tout cela pour dire que tout ce que nous percevons a une nature vibratoire. Ce sont nos sens, ouïe, odorat, vue, toucher, goût, qui vont transformer ces vibrations en quelque chose de tangible. Nous sommes donc des vibrations et nous émettons des vibrations. Est-ce que si nous émettons une vibration, nous attirons une vibration de même nature? Eh bien, non, si l'on en déduit les observations. Car le pôle sud d'un aimant est attiré par le pôle nord d'un autre aimant. Un homme est généralement attiré par une femme, et vice-versa. Donc, ce sont les sexes opposés qui s'attirent. Dans un couple, une personne faible va plutôt être attirée vers une personne forte. Alors dans ce cas, si ce n'est pas la nature de la vibration qui va attirer une nature équivalente, comment fonctionne la loi de l'attraction? Comment la comprendre? Alors une expérience qui permet de comprendre le fonctionnement de la loi d'attraction, c'est l'expérience des doubles fentes. Pour cela, il faut prendre des billes de matière et les projeter sur un mur à travers deux fentes et faire la même expérience avec des électrons. Les électrons, ce sont des billes de matière mais minuscules, microscopiques. En regardant les traces laissées par le mur à partir des billes de matière, nous voyons deux traits verticaux qui représentent les deux fentes. Jusque-là, rien d'anormal. Si nous observons les traces laissées sur le mur, nous voyons plusieurs traits verticaux. Car en fait, les électrons ne se comportent pas comme des billes de matière, mais se comportent comme des ondes. Donc c'est comme si une onde était partie vers les deux fentes, puis en passant à travers les deux fentes, deux autres ondes ont été générées, et le schéma que nous voyons sur le mur est constitué de l'interférence entre les deux ondes. Alors pour avoir un peu plus d'explications et mieux visualiser ce phénomène, il peut être utile de se référer à des vidéos telles que le Docteur Quantum qui vous explique très bien ce phénomène. Alors quand on regarde l'expérience avec les billes de matière, on peut en déduire que le trait à droite correspond à toutes les billes passées par la fente de droite. Le trait à gauche correspond à toutes les billes passées par la fente de gauche. Mais si on regarde le schéma d'interférence, comment savoir par quelle fente est passé l'électron qui a laissé une trace sur le mur? Rien ne permet de le détecter. Alors les physiciens se sont dit, on va observer les électrons lorsqu'ils rentrent dans la fente, pour savoir par quelle fente ils vont passer et pour voir où ils vont atteindre le mur. Et en faisant cela, ils se sont rendus compte que, en fait, les électrons ne se comportaient plus comme des ondes, mais comme des billes de matière. Tout cela signifie qu'à partir du moment où on observe les électrons, ils vont se comporter comme de la matière, alors que si nous ne les observons pas, ils se comportent comme des ondes. Tout cela pour dire qu'un observateur n'est jamais neutre. Par le simple fait d'observer, il fait des choix qui transforment un des potentiels en réalité concrète. Alors, conclusion de l'expérience de la double fente. Qu'est-ce qu'une onde? C'est un ensemble de potentiels. Qu'est-ce qu'une particule? C'est un des potentiels qui se manifestent de manière
concrète. Donc une onde, c'est un ensemble de choix. À partir du moment où un observateur intervient, il va prendre un des choix, et à partir du moment où il va faire cela, cela va se transformer en particules de matière telle que nous la concevons, telle que nous la voyons. Conclusion, la loi de l'attraction ne s'explique pas par le fait qu'une vibration en attire une autre de même nature, mais simplement que nos sens vont attirer une vibration en la matérialisant. Alors, comment choisir la potentialité attirée? Car nous avons vu que l'observateur attire forcément quelque chose, fait un choix parmi tous les potentiels. Comment aider à ce choix? Des expériences ont montré que les perceptions changent la matière et que les émotions changent l'ADN. Donc entre les ondes de potentialité et la particule, il y a un observateur qui fait un filtre. Et ce qui fait ce filtre dans cet observateur, ce sont ses perceptions et ce sont ses émotions. Tout cela signifie que le monde concret que nous voyons dépend des choix que nous faisons pour transformer une onde en particule. Et ces choix dépendent de nos perceptions et de nos émotions. Tout cela pour dire qu'il est utile de bien gérer les émotions pour amplifier la loi d'attraction. Car si on laisse une pensée telle qu'elle, eh bien, tous les choix vont être possibles. À partir du moment où un observateur va intervenir, il va concrétiser un des potentiels. Si l'observateur se focalise sur un choix, il va aider à choisir justement le potentiel qui va se concrétiser. Mais si les émotions sont contraires à ce sur quoi il se focalise, c'est-à-dire s'il a une émotion négative en même temps qu'il se focalise sur un choix, eh bien ce choix ne se concrétisera pas. Par contre, s'il a une émotion positive, cela va aider à la concrétisation du potentiel souhaité. Tout cela pour dire qu'en évolution personnelle, il est recommandé de se sentir bien pour que la pensée sur laquelle nous focalisons notre attention se concrétise. Car à partir du moment où on se sentira mal, eh bien, nous attirerons à nous tout sauf ce que nous souhaitons. Une autre manière, c'est d'utiliser l'intuition pour amplifier la loi d'attraction. Si au lieu d'utiliser les émotions, nous lâchons prise à l'intuition, cela permettra au potentiel le plus profitable pour nous de se concrétiser. Alors qu'est-ce qu'une intuition? Tout simplement, cela consiste à ne pas désirer, cela consiste à accepter ce qui est, à vivre le moment présent. Ce qui signifie ne pas agir en se référant au passé ou pour obtenir quelque chose pour le futur. Pour conclure, en évolution personnelle, il est recommandé d'accepter le moment présent et de laisser l'intuition guider nos pas. L'intuition augmente le champ des perceptions. L'intuition ouvre des portes dans notre champ de perception. Elle l'agrandit. Il ne faut pas oublier que nos sens, oui, odorat, vue, etc., nos limites. L'intuition permet de dépasser ces limites et d'aller accéder à une partie de nous-mêmes dont nous soupçonnons l'existence, mais dont nous laissons rarement la parole dans notre vie quotidienne. Notre être intérieur nous parle à travers les intuitions. C'est sa manière de nous guider. Nous avons parfois peur de laisser l'intuition arriver car nous pensons perdre le contrôle de notre vie en faisant cela. Mais en réalité, c'est une reprise de contrôle par le meilleur de nous-mêmes. Pourquoi les pôles opposés des aimants s'attirent-ils? Nous observons tous que le pôle sud d'un aimant est attiré par le pôle nord. Les deux pôles identiques vont se repousser. Pourquoi? Pour expliquer cela, on peut imaginer que cela vient de ce qui s'appelle l'entropie. L'entropie caractérise le degré de désorganisation d'un système. La deuxième loi de la thermodynamique montre qu'elle est croissante dans un système sans contrainte.
Cela signifie que si aucune contrainte n'est faite sur une chose, cette dernière va irrémédiablement se désorganiser. C'est pourquoi, si une maison est laissée à l'abandon, elle va devenir une ruine et ensuite disparaître au fil du temps. Quand un système est désorganisé, il redevient un pur potentiel. Par exemple, une maison est une maison. Mais lorsque l'entropie a terminé d'agir, les constituants de cette maison sont potentiellement tout ce que l'on veut. Tout redevient neutre. Chaque atome pourra resservir à construire autre chose. La vie a donc une tendance à retourner à un état de neutralité et de pure potentialité. Alors les pôles opposés s'attirent-ils car leur combinaison leur permet de redevenir neutres. L'état naturel de la vie semble être un état de pur potentiel, non organisé. Et c'est peut-être pour ça tout redevient vers ce pur potentiel. Pourquoi un individu est-il attiré par son opposé ? Un homme est généralement attiré par une femme et vice-versa. Une personne faible va plutôt être attirée vers une personne forte. Pour répondre à cela, il ne faut pas oublier que c'est la pensée sur laquelle nous nous focalisons le plus qui va se matérialiser. Nous sommes attirés vers ce qui nous manque. Et donc penser à un manque créera le manque. Si nous sommes faibles, nous allons penser à la force et donc nous allons attirer à nous cette force. Nous allons attirer non pas ce que nous sommes, mais ce qui nous manque. C'est pourquoi il faut faire très attention avec la loi de l'attraction, car très souvent nous avons l'impression de demander quelque chose, de penser à quelque chose, de nous focaliser sur quelque chose, mais en fait, nous nous focalisons le plus souvent sur le manque de cette chose. Nous voulons quelque chose, mais en nous, nous avons ce manque de cette chose. Et donc, si nous nous focalisons constamment sur un manque d'une chose, eh bien, c'est ce manque qui va être attiré. C'est pourquoi l'état idéal pour obtenir quelque chose, c'est de se sentir comme si nous possédions déjà cette chose. Alors, pour conclure cette vidéo, je vais juste donner une petite réflexion à méditer. Nous avons vu qu'une pensée va se transformer en matière. La pensée, c'est la cause d'un phénomène. C'est ce qui est à l'intérieur. La matière est la manifestation tangible du phénomène. C'est ce qui est à l'extérieur. De nos jours, les auteurs qui ont le plus d'influence sur les gens sont ceux qui voient le monde extérieur comme maléfique. Beaucoup d'auteurs mettent en avant tout le mal observé dans le monde. Or, il ne faut pas oublier que nous devenons ce sur quoi nous focalisons le plus notre attention. Et notre perception extérieure est le reflet de notre perception intérieure. Donc, si les propos concernant tout le mal extérieur nous attirent, cela ne signifie-t-il pas que nous focalisons notre attention sur ce qui ne va pas en nous ? En alimentant par nos pensées une idée maléfique, ne contribuons-nous pas à la perpétuer ? Si nous focalisions notre attention sur ce qui va bien en nous, le monde autour de nous ne deviendrait-il pas plus joyeux et plus bénéfique ? À ce genre de propos, nous pourrions être tentés de rétorquer que cela revient à nier la réalité et faire la politique de l'autruche en refusant de voir le monde tel qu'il est. Mais ce n'est pas le cas, car il n'y a pas de monde tel qu'il est. Le monde est alimenté par nos perceptions. C'est nous qui le nourrissons en permanence. En aucun cas, il nous est demandé de nier la réalité que nous percevons, mais nous sommes capables de choisir la réalité que nous percevons et de nous focaliser sur ce que nous voulons plutôt que sur ce que nous ne voulons plus. Pour cela, il faut juste cesser d'alimenter les systèmes que nous ne voulons plus et de commencer à alimenter les systèmes que nous voulons.
Pour conclure, je dirais tout simplement, dis-moi comment tu vois le monde extérieur et je te dirai comment tu es. Merci de votre attention.